Léa, chapitre 1. La tempête. Un chapitre écrit par Catherine Roland. Le nez dans ses oreillers, un pied dépassant de son édredon, Léa Jourdan dormait encore profondément, quand West, son chien, sauta sur son dos avec un petit jappement de satisfaction. Réveillée en sursaut, la jeune fille repoussa l'animal en grognant, puis s'assit dans son lit, balayant sa chambre d'un regard embrumé. Remuant la queue avec vigueur, l'épagnole lui donnait de gentils coups de museau dans le bras, pressée de la voir se lever. En soupirant, elle tendit vers son réveil une main imprécise. Avec fatalisme, elle constata qu'il était 3 heures et l'éteignit d'un geste avant qu'il sonne. « C'est bon, West, je suis réveillée !» maugréa-t-elle en s'extirpant de son duvet, frissonnant au contact froid des tommettes sous ses pieds nus. 3 heures du mat, bon sang. Elle ne s'y habituerait jamais. Il y avait presque 1 an déjà qu'elle se levait chaque jour avant l'aube. À 16 ans, elle avait abandonné l'école obligatoire sans le moindre regret pour rejoindre son oncle Tristan à bord de son petit chalutier. Chez les Jourdan, on était pêcheurs de génération en génération, et Léa n'avait jamais souhaité exercer un autre métier. À 6 ou 7 ans, elle faisait déjà l'école buissonnière pour descendre au port guetter le retour des bateaux. Quand la Marie-Jeanne apparaissait à l'entrée de la rade, elle lui adressait de grands signes enthousiastes qui faisaient rire les passants. Ni son père, ni son oncle n'avaient le cœur à la gronder d'avoir manqué la classe. Au contraire, ils la laissaient aider à trier et débarquer le poisson, et aussi à le vendre, directement sur le quai. Les frères Jourdan étaient aussi fidèles à la caricature du marin breton qu'il était possible de l'être. Dotés chacun d'une barbe rousse striée de gris, la peau burinée par les embruns où perçait un regard du même bleu transparent, portant, été comme hiver, l'éternel bonnet de laine sombre enfoncé jusqu'aux oreilles, il n'était pas du genre à s'embarrasser de longues phrases. Tristan vivait seul et n'avait pas d'enfant. Mick en avait 2, mais la santé de Loïc, le plus jeune, était trop délicate pour envisager une carrière maritime. Quand le temps viendrait, Léa prendrait la suite. La cause était entendue depuis longtemps. Elle était courageuse, volontaire et aussi butée que son père, disait souvent celui-ci en riant. Et puis le pire était arrivé, et tout avait changé. 3 ans plus tôt, lors d'une sortie en mer très semblable aux autres, la Marie-Jeanne avait été surprise par une terrible tempête. Mick et Tristan se trouvaient au sud-est des dernières îles, dans une zone aussi riche en poissons qu'en sinistre légende. Les gens du coin l'appelaient « le petit triangle », en référence au célèbre triangle des Bermudes où tant de navires avaient mystérieusement disparu. Sans égaler cette triste notoriété, le petit triangle avait connu un taux de naufrage anormalement élevé au fil des siècles, très certainement à cause des courants contraires qui s'y affrontaient. La plupart des marins évitaient de s'en approcher. Mais les Jourdan n'étaient pas superstitieux, fait rare dans le métier. Ils s'y rendaient régulièrement, prétendant qu'en aucun autre endroit la pêche n'était aussi bonne. L'orage, racontait Tristan, avait duré des heures. Ils s'étaient battus avec l'énergie du désespoir, écopant l'eau qui déferlait, luttant pour empêcher le chalutier de chavirer. Mick était en train de traverser d'un bord à l'autre, arc-bouté contre les rafales de vent, cramponné au filin, quand une vague gigantesque s'était abattue sur le pont. En moins d'1 seconde, elle l'avait emporté. Il avait coulé à pic, sous les yeux horrifiés de l'équipage impuissant. Son corps n'avait jamais reparu. Léa avait 13 ans à l'époque. Et Loïc, seulement 6. Perdre leur père avait été pour les 2 enfants un immense traumatisme. Mais l'événement n'avait pas remis en question la vocation de la jeune fille, bien au contraire. Malgré les réticences compréhensibles de sa mère, elle avait tenu bon, et le lendemain de ses 16 ans, Tristan l'avait accueillie à bord. En dehors de la torture du réveil matin,
elle ne regrettait rien. L'heure tournait. D'ailleurs, le chien s'impatientait et lui léchait la main avec insistance. Encore un peu endormie, la jeune fille fila à la salle de bain. Après une douche rapide, elle s'examina dans le miroir d'un œil critique, tandis qu'elle nouait en queue de cheval ses cheveux châtains. De sa mère, elle avait hérité les yeux sombres en amande et une peau trop claire, qui brûlait au soleil bien plus qu'elle ne bronzait. Tandis qu'elle étalait sur son visage une généreuse couche de crème protectrice, elle se demanda distraitement si un garçon finirait un jour par s'intéresser à elle. À 17 ans, elle n'avait encore jamais eu d'histoire amoureuse et elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter un peu. Était-elle seulement jolie? Comment savoir? Elle n'était pas assez proche de sa mère pour se confier à elle, et Loïc était trop jeune pour qu'elle lui parle de ce genre de choses. West coupa court à ses questionnements intérieurs par un bref jappement. Si elle continuait à traîner, elle allait finir par arriver en retard, et Tristan lui remonterait les bretelles. Habillée, elle se hâta de gagner l'escalier, West toujours sur ses talons, ses bottes en caoutchouc à la main pour ne pas réveiller sa mère ni Loïc. En passant devant la chambre de son jeune frère, elle se pencha pour écouter sa respiration. Il avait beaucoup toussé la veille, mais elle fut rassurée d'entendre son souffle régulier. Depuis que leur père avait disparu, elle se sentait une responsabilité de chef de famille, que sa mère, très effacée, ne lui disputait pas vraiment. Le petit garçon tombait souvent malade, et Léa le surprotégeait. L'humeur plutôt joyeuse, elle avala en vitesse un bol de céréales et un verre de jus de pomme, nourrit le chien, puis sortit. Leur maison aux murs blancs et aux volets bleus, typiquement bretonne, était située tout près du port. Léa se mit en route, allant d'un bon pas, admirant les reflets argentés de la mer éclairés par la lune. Le ciel était sans nuages et piqueté de milliers d'étoiles. Sa mer, sa Bretagne. Jamais elle ne pourrait se lasser de ce décor de rêve. Du village encore endormi ne s'élevait aucun bruit, et le silence de la nuit n'était troublé que par le clapotis régulier des vagues caressant la grève. On était en avril. Il faisait un peu froid. West gambadait autour d'elle, oreilles au vent, furetant partout, distrait par 1000 odeurs attirantes qui l'incitaient à traîner en arrière, à l'affût d'un mulot ou d'un rongeur quelconque. Il réapparaissait pourtant très vite, trop attaché à sa maîtresse pour se laisser distancer. Tout à l'heure, quand il larguerait les amarres, West se coucherait sur le quai et il attendrait, les yeux fixés sur l'horizon, jusqu'à ce que la Marie-Jeanne revienne. Sa dévotion absolue bouleversait Léa. Il passait à sa portée et elle lui dispensa une caresse, heureuse qu'il soit là. Avant de devenir le sien, West avait été le chien de Mick, et le lien qui l'unissait à l'animal était particulièrement fort. Comme presque chaque matin, elle arriva au port la dernière et essuya de bonne grâce les moqueries sans méchanceté de l'équipage à propos de son inaptitude à se réveiller tôt. Après un ultime câlin au chien, elle sauta sur le pont et entreprit d'empiler les casiers vides à la poupe, veillant à bien les fixer pour qu'ils ne passent pas par-dessus bord en cas de tangage un peu violent. Elle ne pensait pas sérieusement que ce serait le cas. La météo annonçait grand beau. La journée promettait d'être paisible. « En route !» ordonna enfin la voix de stentor de Tristan. Jules et Toine, les matelots, s'empressèrent de larguer les amarres et la Marie-Jeanne se mit lentement en mouvement. Accoudée au bastingage, Léa adressa de la main un au revoir au chien et sourit en le voyant remuer la queue. Elle aurait tout de même préféré qu'il retourne à la maison, veiller sur son petit Loïc, plutôt que de rester sur ce quai en sentinelle. Ce n'était qu'un chien, mais Léa avait souvent l'impression qu'il comprenait tout, et si l'enfant allait plus mal, il saurait alerter leur mère. À peine avait-elle formulé cette pensée qu'elle vit l'animal se redresser, puis quitter son poste d'observation en trottinant. Il prit la direction de sa maison,
et même s'il avait probablement pour seule idée d'aller terminer sa pâtée, Léa s'amusa qu'il semble lui obéir à distance. L'odeur du sel se mêlait à celle, âpres et familière, du diesel et du cambouis. Le ronflement du vieux moteur lui emplissait les oreilles, l'empêchant d'entendre les conversations des matelots qui rangeaient les filets à moins de 2 mètres d'elle. La Marie-Jeanne quitta la rade, et ils s'engagèrent dans le chenal, à allure très réduite. Puis Tristan vira de bord, et ils mirent cap au sud. Léa, les yeux clos, offrait son visage à la fraîcheur des embruns et se laissait bercer par le léger roulis. Elle pensait à son père. Elle se demandait si, là où il était, il pouvait la voir. Durant les heures qui suivirent, tous s'absorbèrent dans la routine épuisante du métier. Jetant puis relevant les filets, ramassant les poissons répandus sur le pont en masse frétillante, rejetant à l'eau les plus petits spécimens et répartissant les autres dans les casiers. Le travail était rude, nécessitant force, endurance et précision. Mais même si Léa était une fille, plutôt menue et pas très grande, elle avait de l'énergie à revendre et n'était pas la moins efficace. L'ambiance était détendue et joyeuse. L'équipage de la Marie-Jeanne avait toujours été soudé, et le malheur qui les avait frappés 4 ans plus tôt, la perte de leur capitaine, avait encore resserré leurs liens. Ce fut Jules qui, le premier, remarqua les nuages. « On dirait que ça se couvre à l'ouest », remarqua-t-il en s'étirant, les mains plaquées sur ses reins douloureux. Les autres levèrent la tête à leur tour pour scruter la direction qu'il indiquait, et Tristan fronça les sourcils. « Putain de météo! Jamais foutu de donner des prévisions correctes !» marmonna-t-il dans sa barbe en ouvrant le filet d'un mouvement sec. Une montagne de cabillots luisants se répandit sur le pont. « Allez les gars, on active !»« Tu ne crois pas qu'on devrait rentrer, capitaine ? C'est un bon coup de tabac qui a l'air de se préparer, » souffla Toine, inquiet. Les regards se croisèrent, chacun pensant la même chose sans oser l'exprimer à voix haute. En quelques minutes, le vent avait forci et la Marie-Jeanne tanguait de plus en plus. L'orage venait droit sur eux, et tous songeaient à cette autre tempête où l'un des leurs avait péri. Mais Tristan secoua négativement la tête, le ton rogue. « On a encore le temps. Stéphane a commandé 200 kilos de cabillaud. Il y a un mariage à l'auberge, et avec Pâques et les touristes qui débarquent, manquerait plus qu'on manque de marchandises. J'ai des traites à payer, je te rappelle. Si tu crois que c'est avec les subventions de Bruxelles que je vais te verser ton salaire... » « C'est bon, » marmonna Toine, vexé de s'être fait rabrouer, tandis qu'il replongeait dans le tas de poissons jusqu'à hauteur des coudes. Sans un mot d'ordre, ils avaient tous accéléré le rythme. Ils ramassaient, triaient, ils maniaient les filets aussi vite qu'ils pouvaient. Les lèvres étaient serrées, les regards fixes. Ils ne s'adressaient la parole que pour l'essentiel et jetaient régulièrement des coups d'œil anxieux vers le ciel, à présent uniformément gris. Le bateau tanguait de plus en plus violemment. Quand la pluie commença à tomber, Jules lâcha un énorme juron en breton. Et lui qui d'ordinaire était le plus respectueux des matelots, lui qui idolâtrait Tristan autant qu'il avait adulé Mick, il se tourna vers la barre et hurla à l'attention du capitaine. « Nom de Dieu! Faut qu'on rentre! Maintenant !» Léa avait la gorge nouée par l'angoisse. Elle n'avait encore qu'une toute petite expérience, et si elle avait déjà navigué par gros temps, elle sentait que cette fois, les choses étaient différentes. Elle percevait l'anxiété de ses compagnons, elle lisait la peur dans leurs yeux. Sans cesser de travailler, elle dévisagea éperdument son oncle, priant pour qu'il donne enfin l'ordre. Tristan hésita encore quelques secondes, puis il cria, peinant à dominer le tumulte. « Remontez les filets! On fout le camp !» Les marins ne se le firent pas dire 2 fois, se précipitant pour actionner les treuils. Agrippée de toutes ses forces au garde-fou, Léa était tétanisée. La tempête avait fondu sur eux avec une soudaineté que la jeune fille n'avait encore jamais connue. Le bateau était secoué dans tous les sens.
projeté au creux des vagues où il tombait comme une pierre, grinçant de la coque au pont comme s'il allait se casser en deux, touchant la surface de l'eau avec une brutalité qui leur coupait le souffle avant de remonter comme une flèche, le pont incliné, presque à la verticale. « Léa, rentre !» gueula Jules, l'ordre ponctué par un coup de tonnerre qui parut déchirer le ciel. Toine et lui s'obstinaient à tirer le dernier filet à bord, ruisselant d'eau, leurs bottes dégoulinantes, dérapant et glissant sur le pont trempé. Chaque mouvement du bateau manquait de les précipiter à la mer, mais ils s'entêtaient encore, comme s'ils n'avaient pas réellement pris conscience du danger qui les menaçait. Les yeux écarquillés, terrifiée et furieuse, Léa se précipita vers eux, se retenant à leur cirer pour ne pas perdre l'équilibre, tandis qu'un nouveau choc ébranlait toute la coque du bateau. « Laissez tomber ce foutu filet !» hurla-t-elle, s'efforçant de leur faire lâcher prise avec une énergie désespérée. « Vous ne voyez pas qu'on va tous y passer ?» Un monstrueux craquement les empêcha de répondre. D'un même mouvement, ils se tournèrent en réflexe vers la cabine, apercevant à peine la silhouette massive de Tristan qui gesticulait derrière la vitre inondée de pluie, tandis que la Marie-Jeanne plongeait vers l'avant. Le nez du bateau piqua à la verticale. Les mains des matelots lâchèrent les cordages et, entraînant Léa avec eux, ils glissèrent vers la proue sans aucun moyen d'interrompre leur chute, agrippés les uns aux autres, muets de terreur. On aurait dit qu'une faille insondable s'était ouverte dans la mer, engloutissant le chalutier dans un vacarme effroyable. Les deux marins et Léa avaient été projetés contre l'étrave, et Jules, par réflexe, avait réussi à cramponner la main courante. Affalés contre lui, les deux autres s'efforçaient de se retenir au bord de sa veste, mais leurs doigts tétanisés glissaient irrémédiablement. Et lui-même, avec ses gants, peinait à assurer sa prise. Le poids de Léa et de Toine l'entraînait vers le bas. Ils étaient trop lourds. « Je vais lâcher !» hurla-t-il, désespéré, comme s'il cherchait encore à conjurer le sort. Mais le choc suivant, au moment où le navire interrompait brusquement son mouvement vers le bas, eut raison de ce qu'il lui restait de force. Sous les yeux épouvantés de Léa, Jules lâcha la mince rambarde et ils dévalèrent le long du pont, jusqu'au garde-fou. Le vertigineux trou d'eau où avait basculé la Marie-Jeanne se referma alors, des millions de litres d'eau déferlant sur le navire et sur l'équipage, tandis que les trois malheureux matelots passaient par-dessus bord. L'esprit à la dérive, Léa aperçut une dernière fois le ciel, lointain, inaccessible. Elle voulut crier, mais un flot d'eau salée lui envahit la bouche et elle comprit, déjà résignée, qu'elle allait se noyer. Bientôt son corps reposerait aux côtés de celui de son père pour le reste de l'éternité. Ils avaient dérivé pendant qu'ils combattaient l'orage. Le petit triangle ne devait pas être très loin. Sa dernière pensée fut pour Loïc, son petit frère, qu'elle ne reverrait plus jamais. Elle n'avait plus assez de force pour se révolter. Elle se laissa couler. Vous avez écouté Léa, un roman collectif des éditions Okama, par Catherine Roland, Marie-Christine Horn, Florence Herleman, Gilles Marchand, Carmen Arevalo, Juliette Noton, Mélanie Chapuis, Zelda Chauvet, Marilyn Stellini, Leila Bassein, Joanne Guillaume-Bachet, Laurent Feuz, Nicolas Feuz, Calikis. Un livre audio produit par Tell Me the Story, réalisé par Cornland Studio, et mis en voix par moi, Xavier Loira.